Chers amis, bonjour. Il y a un sujet dont j'ai pas encore parlé. Enfin, en fait, j'avais fait une vidéo et j'ai eu un souci technique, donc j'ai pas pu uploader la vidéo, donc je suis obligée de refaire. Il s'agit du décès de Jacques Chancel. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est difficile de dire ce que je ressens sans plagier tout ce que j'entends, quoi. Moi, ça m'est arrivé il y a depuis pas mal de temps, de parler de la notion de mentor. Le mentor, donc c'est un personnage qui est suffisamment charismatique pour inspirer vraiment et éclairer le chemin de chacun. Et moi, c'est vraiment. En fait, je réalise, c'est toujours quand on perd les gens, en fait, qu'on réalise à quel point ils ont compté. C'est ça qui est assez terrible. De tous les personnages dans les médias, bon, il y a énormément de gens pour moi qui ont énormément compté, comme Michel Drucker par exemple, mais c'est vrai. Mais Jacques Chancel plus encore que Michel Drucker, ça fait absolument aucun doute, parce que il m'accompagnait. C'était pour moi avant tout un homme de radio. Et le gros avantage de la radio par rapport à... Je rigole parce que maintenant je sais que France Inter, on peut voir les images, mais bon. Le gros avantage de la radio quand même, c'est que on peut faire quelque chose en même temps. Et manuellement, par exemple tricoter, coudre ou quoi que ce soit. Et du coup, l'imagination travaille plus que par l'image. Ça ne m'empêche pas, pardon, de m'intéresser aux deux, bien sûr. Mais pour moi, Jacques Chancel, il a été un exemple absolu, quoi. Alors j'entendais à l'hommage qui a été rendu sur France 2 hier soir, que j'ai pas vu l'émission en fin de soirée, parce que comme je n'ai pas la télévision, j'étais pas chez moi et tout. Mais par contre, j'ai écouté l'hommage que je vous recommande d'aller réécouter aujourd'hui à Boomerang sur France Inter, où ils ont passé des extraits de certaines radioscopies, bon, certaines qui n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été choisies beaucoup pour moi en fait, parce que il se trouve que tout le monde sait à quel point cet homme-là a compté pour moi, et tout ce que j'ai pu apporter au service public, que ce soit à Radio France ou que ce soit à France Télévisions depuis toutes ces années, c'est sous son influence et sous l'influence de ses valeurs et de son talent que ça s'est fait. C'est absolument indéniable. Je ne me suis jamais cachée de cette admiration-là, qui était juste je sais pas comment vous dire, quoi. Quand vous écoutez une émission et que vous avez vous réalisez que vous avez, en fait, quand vous écoutiez Radioscopie, moi l'effet que ça me faisait à chaque fois, quand je regardais le Grand Échiquier, c'est pareil, j'avais l'intention d'être beaucoup plus intelligente après. C'est-à-dire que pas uniquement par ce que j'avais appris et par ce qu'il avait fait, comment dire, pas uniquement dans la façon dont il avait mis en valeur l'invité qu'il avait, mais j'avais moi plus le sentiment d'être quelqu'un de bien et de capable de raisonner et de m'ouvrir aux autres, j'étais plus tolérante, j'étais plus quand vous écoutiez Radioscopie, enfin je suis sûre qu'il y a plein de gens à qui ça faisait ça, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment, quand on écoutait Jacques Chancel, on avait le sentiment, nous en tant qu'auditeurs, qu'on était beaucoup plus intelligent après. Non mais c'est vrai, je suis sûre que ça faisait ça à tout le monde. Alors j'entendais justement Philippe Bouvard qui disait hier soir, qui lui rendait hommage et on lui demandait qui était son successeur aujourd'hui. Bon évidemment, on pose la question, on pensait bien. Je me sens à peine visée. Et alors Philippe Bouvard qui dit, alors là celui qui y arrivera à la cheville, d'un air de dire, toi ma fille, tu te... Alors, j'ai pris ça pour une boutade, hein, franchement, pour être tout à fait franche. Mais il y a autre chose dont je vais vous parler après, une autre raison pour ça. Mais la vérité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens dans les médias qui font leur métier de façon intelligente et pour les bonnes raisons sont tous des enfants spirituels de Jacques Chancel. Ça fait absolument aucun doute. Parce que c'est la définition même d'un bon animateur radio quand on a un invité. C'est que c'est l'invité qui doit se trouver mis en valeur et pas le chroniqueur et pas l'animateur de radio ou l'animateur de télévision.
Alors, moi j'ai des projets sur le plan professionnel, je tiens juste à le préciser, que mes projets sont toujours plus vivaces que jamais. Et alors, la très bonne nouvelle pour Noël, figurez-vous, c'est que j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous au Pôle emploi, parce que je vais explorer sur le plan professionnel, je vais explorer surtout 2 voies, c'est-à-dire comment dire, le métier d'agent d'artiste, premièrement, et puis la création d'une maison de production dans l'audiovisuel. Alors vous me direz pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que depuis des années, les idées absolument géniales que j'ai, même si elles ne sont pas respectées tout le temps autant que je voudrais, enfin certaines de mes idées géniales ont été exploitées par certaines maisons de production qui travaillent avec France Télévisions, et que donc on estime en haut lieu maintenant que le moment est venu que si j'anime moi certaines de ces émissions, il est logique que ce soit moi qui en récolte, ma maison de production qui en récolte les royalties. Et ce en quoi je suis parfaitement d'accord, pardon. Mais soyez sans crainte, je suis tout sauf irresponsable. Donc justement, ce que je veux faire avec la complicité de Pôle emploi, c'est de faire de la... Comment on appelle ça? De l'entreprise factice. Voilà, j'avais vu un reportage à la télévision là-dessus, et c'était pour que je le voie justement. Et donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que si vous dites « j'aimerais créer mon entreprise dans telle branche », eh bien vous allez aller à l'école, et on va faire comme si c'est-à-dire que vous servez de cobaye, en fait, et donc tout est faux, évidemment, mais vous êtes en situation comme si c'était vrai. Et donc vous dites, bon bah tiens, pour tel truc, je ferais bien comme ça, et puis donc vous le faites, puis vous dites, ah bah non, merde, ça va pas. Enfin, voilà, et c'est en faisant en fait qu'on apprend le plus facilement, bien évidemment, dans la mesure du possible. Et donc je vais faire ça. Donc parallèlement à ça, je vais chercher du travail aussi, de préférence dans le milieu culturel, bien évidemment, ne serait-ce que pour rencontrer les gens en vrai, et pas seulement derrière mon ordinateur. Voilà. Et donc ça va se faire courant janvier. Et donc j'ai rendez-vous le 29 là, donc c'est du sérieux. D'habitude, j'ai déjà, pour information, ça fait quand même des années que je cherche du travail, que je postule à droite à gauche, etc. etc. Et il y a toujours quelqu'un qui se dit bien intentionné, qui met des bâtons dans mes roues pour que je ne puisse pas le faire. Et là, j'ai mon rendez-vous lundi matin, le 29. Voilà, ça c'est l'excellente nouvelle. Bon. Alors, pour quelle raison Philippe Bouvard était-il si provoquant hier soir, d'un air de dire bah alors là, le successeur de Jacques Chancel, je veux dire, vous pouvez toujours vous fouiller et tout. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans une de mes vidéos dernièrement, où je parlais d'Éric Zemmour et de la polémique le concernant actuellement, je signale que j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur le sujet. Et moi, on m'a clairement fait comprendre que je pourrais très bien travailler à RTL, avoir un poste de chroniqueur, bon, voilà. Et donc j'ai assisté plusieurs fois aux grosses têtes l'année dernière, donc à Paris. J'ai rencontré Philippe Bouvard, avec qui j'ai discuté un petit peu et tout, et c'était très très intéressant. Et donc je me sens parfaitement à l'aise là-bas, donc j'intégrerai peut-être un de ces 4, l'équipe de Laurent Ruquier, avec grand plaisir. Alors je vais tout de suite mettre les choses au point. Il était donc précisé hier soir que RTL avait pris la décision de ne pas se séparer de Zemmour pour l'instant. Alors, puisque je suis moi justement une enfant spirituelle de Jacques Chancel, je le suis à un point que certains ne soupçonnent probablement pas. Parce que justement, comme par hasard, hier, on a passé aussi un extrait, une interview de Jacques Chancel, parce qu'il avait reçu quelqu'un de pas consensuel, quoi. Hein. Donc je sais plus de qui il s'agissait exactement. Bref, il y avait Monseigneur Lustiger qui avait appelé Jacques Chancel pour lui dire, écoutez, moi je refuse que vous receviez ce bonhomme, quoi. Jacques Chancel lui a dit, écoutez, moi je suis désolé, ça vous regarde pas, quoi. Donc Monseigneur Lustiger avait téléphoné ensuite au directeur de la chaîne, pour que le directeur de la chaîne interdise, et puis il avait passé encore, et tout le monde a dit, ah mais non, mais nous on couvre complètement Jacques Chancel, et on n'en a rien à faire de ce que vous pensez, ça ne vous regarde pas, etc., etc. Et donc Jacques Chancel avait tenu tête et dit, voilà.
Alors dites-vous bien qu'au moment où je vous parle là, moi je suis toujours encore sous tutelle, hein, que je ne suis embauchée absolument pour personne. Alors allez s'imaginer un seul instant que je puisse, comment dire, faiblir sur ma position au sujet de Zemmour uniquement parce qu'on m'a laissé entendre que peut-être un jour... C'est vraiment mal me connaître. Hein. Alors là, franchement, hein, c'est vraiment mal me connaître. Mais plus sérieusement, ce qui m'interpelle un petit peu quand même, moi, hein, je vais redevenir sérieuse quand même, ce qui m'interpelle profondément, c'est qu'au sein d'une radio, quand même, hein, là, je précise que c'est pas mon attitude ne tend pas du tout à attaquer qui que ce soit. J'ai fort bien compris que Philippe Bouvard a dit ça de façon parfaitement intentionnelle pour me provoquer. Hein. Je veux dire, je remets pas du tout en doute ce qu'il a au fond de son cœur à mon sujet. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais au sein de la direction de la radio, quand même, il est temps de se poser la question. Hein. C'est-à-dire que quand on donne le micro à quelqu'un, il faut savoir quand même dans quel but on lui donne le micro et qu'est-ce qu'il est susceptible d'apporter à l'auditeur. Alors j'entends fort bien hein, qu'il y a des problèmes de rentabilité aussi, d'écoute et tout. Je veux dire par là que si demain on m'appelle, on va faire un peu de fiction, hein. Si demain on m'appelle en me disant est-ce que vous êtes d'accord pour remplacer Éric Zemmour au pied levé, moi, très sincèrement, intellectuellement, je m'en sens parfaitement capable. Mais je suis parfaitement consciente aussi qu'à partir du moment où je ne suis pas encore médiatisée du tout, je comprendrai très bien que ce soit absolument pas envisageable. Vous voyez ce que je veux dire, je suis lucide, hein, je veux dire, je ne ferai surtout pas vous imaginer que je ne sois pas lucide. Mais par contre, moi je vous propose tout simplement de le remplacer une fois. Il est là tous les jours, hein, je ne suis jamais à l'écouter en fait. Hein, mais s'il est là tous les jours, remplacez-le une fois par semaine déjà. Vous le remplacez une fois par semaine et puis vous laissez pisser le mérinos un peu. Mais je tiens juste à préciser que il est arrivé l'année dernière que les dirigeants enfin les comment dire, qu'au sein du Luxembourg, les hommes politiques, les gouvernants du Luxembourg laissent passer le message comme quoi ils sont extrêmement attentifs aux valeurs que je défends, n'est-ce pas? Et que donc pour ça, Stéphane Bern a consacré une émission à la Grande Charlotte, que j'ai regardée avec énormément d'attention parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai trouvé ça passionnant sur le plan du féminisme, mais j'ai trouvé ça passionnant sur le plan de la construction européenne, puisque la Grande Charlotte a été une des fondatrices de l'Europe et a notamment tenu un rôle absolument fondamental de diplomate au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire à quel point je suis désinformée sur le sujet. Et donc, avec cet éclairage-là dû à France Télévisions, et je l'en remercie, je recommande à tout le monde d'aller revoir cette émission parce que c'était vraiment très très intéressant. Je ne saurais trop conseiller au directeur de RTL de réfléchir à cette donnée absolument fondamentale, de savoir comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Moi, je mène mon petit tambour, mon petit chemin dans mon coin. J'ai eu un visuel sur mon mur Facebook hier qui était très intéressant, qui disait ceci. C'était une pancarte. Hein. Mieux vaut avancer sur le bon chemin en claudiquant quelquefois, plutôt que de marcher d'un pas très franc sur le mauvais chemin. Je crois que tout est dit là. Voilà. J'entendais il y a quelques semaines je sais plus, un haut responsable politique du Luxembourg, c'est un ministre, je sais plus qui c'était exactement, j'ai pas la mémoire des noms, hein, je suis désolée, et il se plaignait que le pauvre il se sentait un petit peu diabolisé au niveau des banques. Ça n'est pas ma faute à moi quand même si le Luxembourg fait des facilités sur le plan de la fiscalité anormalement favorables pour on appelle ça des paradis fiscaux, il me semble, non ? Je veux dire, pour être respectable, il faut se comporter de façon respectable. Je regrette. Moi, personnellement, je ne demande qu'une chose, c'est de travailler effectivement, mais je ne risque pas de faire le moindre compromis sur ce plan-là, en tout cas. Ça ne fait absolument aucun doute. Je suis une femme de dialogue, vraiment.
Je veux dire par là, si quelqu'un, par exemple, arrive à me démontrer par A plus B que Éric Zemmour, quand il est à RTL, apporte des choses vraiment positives à l'auditeur et que peut-être je me trompe, moi ça m'arrive de me tromper, hein. Ça m'arrive, je vous le dis franchement, hein. L'autre jour, par exemple, j'ai fait une vidéo au sujet du cannabis et de l'autorisation du cannabis. J'ai changé mon fusil d'épaule au moins 3 ou 4 fois depuis 2 ans. Hein, vous voyez, donc comme quoi ça m'arrive de changer mon fusil d'épaule. Je veux dire par là que je n'ai pas la science infuse, comme on dit usuellement, mais quand je suis sûr de quelque chose, par contre, j'en suis sûr. Voilà. Et donc, quand je dis au sujet d'Éric Zemmour, ce sera lui ou moi, ça ne me dérange absolument pas de me mettre un certain temps, hein, mais ça ne me dérange vraiment pas, quoi. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'avais vu le titre d'un article à son sujet qui disait est-ce que Éric Zemmour ne serait pas en réalité un homme politique? Mais oui, bien sûr que oui. C'est exactement comme Dieudonné. Quand on en arrive au point où les théories où on écrit quelque chose dans le but de servir une idéologie, alors que c'est des observations qui doivent générer la mise au point d'une idéologie, ce qui n'est pas du tout la même chose, là on devient un homme politique ou une femme politique, effectivement. Voilà. Mais je reconnais qu'en ce qui me concerne, le problème se pose aussi, justement, hein. Donc je comprends très bien, peut-être que dans son esprit à lui, ça n'est pas si clair que ça, hein. Ça, c'est tout à fait. Par contre, j'ai remarqué un truc, il y a quelqu'un qui me parlait de croque-mort il y a quelques jours. Et j'ai réalisé ce matin en me réveillant que c'est vrai que physiquement, il ressemble beaucoup quand même au croque-mort de Lucky Luke. C'est pas à mépriser que de dire ça. Je veux dire, moi, on me dit que je ressemble à une baleine, alors bon, ça va, croque-mort baleine. Je veux dire, s'il est si bien dans sa peau, ça doit pas lui poser tellement de problèmes d'être comparé à un croque-mort, je pense. Le gros problème de Zemmour, c'est qu'il fait un énorme complexe d'infériorité quand même. Il a un vrai problème avec l'image du père, quand même. Ben oui, il serait temps quand même qu'il clenche la porte du psy. C'est pas en écrivant des bouquins qu'on se soigne, hein. On le sait bien, hein. On peut écrire un livre, ça peut être la fin d'une thérapie. Moi, j'ai des copines qui ont travaillé avec un psy pendant des années, puis à un moment, elles se sont mises à écrire. Voilà. Moi, pour information, tout le travail thérapeutique que j'ai fait en écrivant à Thomas Fersen, j'étais suivie par un psy parallèlement, hein. C'est-à-dire que le psy travaillait avec la relation que j'avais avec Thomas Fersen. Mais je ne me suis jamais soignée, moi, en écrivant uniquement comme ça. D'autant plus que c'était extrêmement empirique parce que c'était une démarche très originale. Donc je ne me serais jamais risquée à faire un truc comme ça toute seule. Non, certainement pas. Mais si je prétends ça, en plus, c'est parce que je suis tombée sur une de ses vidéos il y a quelques jours. C'était On n'est pas couché, je crois. Et il se prenait le bec, je crois que c'était avec Frédéric Lopez au sujet de Rendez-vous en terre inconnue. Mais bon, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais c'était au sujet de quelqu'un d'autre. Il s'était pris le bec avec quelqu'un d'autre. Et en gros, il lui reprochait d'être beau gosse et d'avoir les tablettes de chocolat, etc., etc. Alors moi, Dieu sait que s'il y a quelqu'un qui n'encense pas la beauté, je veux dire, c'est vraiment pas moi, quoi. Je veux dire, je me fous complètement du physique de quelqu'un. Je veux dire, ce qui importe, c'est quand même la personnalité de la personne, enfin ce qu'il a dans le cerveau, et pas du tout le physique. Mais là, la façon dont il s'acharnait sur le plateau après lui avait quelque chose de profondément malsain. Parce que c'est exactement comme si moi, je m'en prenais à une femme uniquement parce qu'elle est belle. Peut-être que le fait qu'elle soit très belle, peut-être qu'elle est aussi intelligente. Je veux dire, tout simplement, c'est pour ça que c'est quand même assez triste de voir ça, quoi. C'est quand même ce mec-là, aujourd'hui, qui a un poste aussi important à RTL, ce qui est quand même assez dingue. Alors, en plus, je voyais sur MSN ce matin, autre chose à son sujet, pour quelle raison, s'il part des médias, de toute façon, il continuera à faire son chemin. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Il n'est pas censuré, il peut créer sa chaîne YouTube, il peut faire tout ce qu'il veut, hein. De toute façon, avec la place qu'il a occupée pendant des années dans les médias, il est peinard, quoi, hein. Il trouvera toujours un éditeur pour éditer son fiel, et puis il trouvera toujours des sponsors sur YouTube, etc., pour que ses pubs, il aura qu'à mettre une pub devant les vidéos, et puis ça raquera, quoi, hein. Y a pas de souci, hein. Je peux lui donner le lien s'il veut. Enfin voilà, moi je pense que au sein des radios, il faut essayer
d'analyser en quoi on peut aider les gens, quoi. Et très franchement, moi je suis pas directeur de radio, moi, hein. J'inspire les radios dans leur politique, dans leurs valeurs, et comme je le fais pour la télévision. Maintenant, chacun prend ses responsabilités, hein. Moi, je dis ça, hein, c'est la formule, hein. Ah, que je termine quand même, j'ai oublié quelque chose. Au sujet de Jacques Chancel, que je vous dise quand même, il y a une émission qui m'avait, mais alors, vraiment bouleversée. Enfin, j'étais toujours très émue à chaque fois que je regardais Un Grand Échiquier, parce que je voyais tellement de choses qui me parlaient. En fait, ce qui était vraiment bouleversant pour moi, c'était le fait que il y ait un invité et qu'en fait, on invite plein de gens qui sont dans le domaine artistique, mais qui se croisent. C'est-à-dire que les formes artistiques se croisaient les unes envers les autres. Donc on avait des duos improbables. Bon, j'ai vu Michel Serrault qui était déguisé. qui était déguisé. Hier, c'était juste génial, quoi. Puis en plus, Jacques Dutronc et tout. Enfin, bon, c'était vraiment très émouvant pour moi de revoir tout ça. Mais j'espère avoir bientôt la télévision parce que ça me manque. Il y a certaines choses que je voudrais voir et que je n'ai pas pu voir. Bon, j'ai vu l'émission sur les éléphants hier soir. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Mais oui, il y a une émission qui m'avait vraiment bouleversée, moi, et qui me restera marquée ma vie entière. C'était l'émission qui avait été consacrée à Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Le couple Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Et il y avait le mime Marceau qui était invité. Et donc je suppose qu'il devait être allongé sur le sol et la caméra n'avait filmé que ses avant-bras et ses mains. Et c'était la lutte entre le bien et le mal. Juste avec ses deux mains. Du talent à l'état pur, quoi. Ça m'avait complètement bouleversé. D'intelligence et de subtilité et de finesse. Voilà. Et puis bon, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, c'est juste... Pour moi, c'est un couple... C'est le couple mythique dans le domaine artistique, l'exemple absolu, quoi. C'est vraiment indescriptible pour moi, quoi. Il y a des gens, quelquefois, hein, quand on les admire de trop... enfin, de trop, on n'admire jamais de trop, mais parce qu'il faut toujours garder son esprit critique, comme disaient des proches, mais il y avait tellement d'amour entre eux, quoi. C'était tellement... Ça crevait l'écran, quoi. Moi, je buvais ça comme du petit lait, quoi, vraiment. Enfin, voilà. Merveilleux souvenir. Alors, en fait, ce qui serait pas mal... je crois que ça sort en DVD, non il va y avoir des trucs qui vont sortir, je pense. J'espère qu'il va y avoir plein de trucs qui vont sortir sur Jacques Chancel, parce que moi, c'est... J'adore, quoi. C'était un père, pour moi. Un père et un mentor.